Donc, merci Philippe pour la présentation. Donc, ce projet va traiter en fait des essais de réponse thermique dont Gabriel a discuté rapidement. Pour identifier, usuellement, les essais de réponse thermique, c'est pour identifier les propriétés thermiques, mais dans notre cas, on va vouloir identifier les propriétés hydrauliques sur des puits à colonne permanente. Donc, un puits à colonne permanente, en fait, c'est un échangeur de chaleur souterrain où on réutilise l'eau souterraine comme fluide caloporteur. Donc, l'eau souterraine est pompée avec une pompe submersible, est transmise et circulée vers un bâtiment où il y a un échange de chaleur qui se fait avec une thermopompe et rejetée ensuite par un tuyau d'injection au bas du puits. L'échange de chaleur peut se faire par conduction le long de la paroi rocheuse qui est ouverte dans le puits et aussi par advection lorsqu'elle traverse des pores de la roche et des réseaux de fracture. Il y a une opération qui s'appelle saigner qui en fait permet d'augmenter momentanément l'efficacité d'un puits en rejetant ou en déviant une partie de l'eau à l'extérieur du puits à colonne permanente. Ça crée une saignée dans le puits et donc ça amène de l'eau fraîche vers le puits. Mais même sans cette saignée, il faut comprendre que les puits à colonne permanente fonctionnent avec de la conduction et de l'advection, ce qui fait qu'on doit définir les propriétés thermiques et hydrauliques dans le puits. Donc, l'idée de ce projet que je vous présente, c'est de trouver une façon de mieux identifier les propriétés hydrauliques autour d'un puits à colonne permanente. Et donc, sur les investigations préalablement à la conception, il va y avoir un essai de réponse thermique habituellement qui est réalisé où on va chauffer un fluide, dans ce cas-ci l'eau souterraine, le circuler en continu dans le puits. Le fluide qui est chaud, qui rejoint le bas du puits à colonne permanente, va chauffer donc le sol et la roche et remonter à la surface. Et donc, la réponse thermique du milieu géologique va pouvoir être étudiée avec la température qui est enregistrée au point leaving water temperature et entering water temperature. On va pouvoir obtenir de ces données-là les propriétés thermiques autour de l'échangeur de chaleur souterrain effectives ou moyennes. Et il va y avoir aussi un essai de pompage qui va être réalisé pour les propriétés hydrauliques, qui est un peu un analogue. Donc, on va pomper en continu, donc un débit de pompage continu et constant. Ça va créer un rabattement dans le puits. Donc, l'évolution du rabattement nous permet d'obtenir des propriétés hydrauliques moyennes pour l'aquifère. Sur un site de démonstration à Mirabel, on a réalisé ces deux essais, donc l'essai de réponse thermique et l'essai de pompage, dans un puits à colonne permanente test qui a été installé sur le site. Donc, le puits à colonne permanente a rencontré des dépôts meubles. Donc, un chemisage est installé pour empêcher les dépôts meubles de tomber dans le puits à colonne permanente. Et ensuite, dans le forage, on a rencontré deux formations rocheuses, donc un grès dolomitique et une arénite quartzifère, qui sont deux roches sédimentaires assez conductrices par rapport à quand on rencontre des calcaires ou autres roches. Donc, on s'attendait à avoir une bonne réponse thermique, mais en fait, la réponse thermique était encore plus importante. Habituellement, dans un essai de réponse thermique, on a des variations de 10 à 20 degrés qui peuvent être observées par rapport à la température initiale. Dans ce cas-ci, on a une variation qui a atteint presque 4 degrés Celsius, donc c'est très faible comme variation de température, surtout qu'on a appliqué une puissance de chauffage de 22 kW tout au long de l'essai. Et en fait, lorsqu'on fait l'interprétation de cet essai-là avec un modèle analytique purement en conduction, on obtient une conductivité thermique moyenne de 70 watts par mètre Kelvin, ce qui est peu probable lorsqu'on s'attend à des valeurs de 3 à 6 watts en mètre Kelvin pour ce type de roche. En fait, c'est l'advection. Ce qui explique ceci, c'est qu'il y a beaucoup d'advection dans le puits au site de démonstration, en raison aussi de l'écoulement souterrain très important en bas de puits dans les réseaux de fracture, qui a atteint en forage, on a observé 1300 litres par minute, donc c'est des débits très importants. Puis on le voit aussi sur l'essai de pompage. Pour un débit de pompage de 130 litres par minute constant, on a un rabattement qui n'a pas atteint 1 mètre dans le puits. C'est-à-dire que l'eau a à peine descendu lors de l'essai de pompage. Puis on le voit aussi dans la conductivité hydraulique qui est assez élevée de 6,5 x 10-5 pour un aquifère rocheux. Si on pousse un peu plus loin l'analyse et qu'on regarde les résultats de Robert en 2022 qui ont étudié ce site, ils ont tenté de reproduire avec un modèle numérique les données de l'essai de réponse thermique en noir ici, avec plusieurs cas d'études. Donc, un premier cas d'étude qu'ils ont supposé la conductivité hydraulique qui suit un profil. En fait, le profil qui devrait aussi suivre l'évolution des débits d'eau souterraine qu'on a observés lors du forage. Donc, c'est un profil qui a essayé de reproduire ces débits-là.
Donc, il y a 4 unités hydrostratigraphiques qui ont été identifiées, plus chacune des matériaux, donc le til, le grès dolomitique et l'arénite quartzifère ont chacun des propriétés qui ont été tirées de la littérature. Puis avec ce premier profil-là, on va appeler le cas de base, ils ont été capables de reproduire les données à 0,04 degrés Celsius, qui est un calage qui est très précis, en fait. Ils ont tenté d'autres cas, donc en utilisant une conductivité hydraulique constante, puis on remarque que, bon, ce qu'on en retient, c'est que c'est important de tenir compte de l'hétérogénéité quand on parle d'hydraulique, surtout lorsqu'il y a des zones plus perméables que d'autres. Puis aussi, dans ce cas-ci, dans le site de Mirabel, l'advection joue un rôle, selon l'étude, de 265 fois plus élevé que la conduction sur le site. Donc, comme on le voit, l'hydraulique joue un rôle important dans les puits à colonnes permanentes et donc l'advection, en fait, a un effet sur la réponse thermique. Lorsqu'on utilise des modèles analytiques purement en conduction pour analyser des essais de réponse thermique sur des puits à colonnes permanentes, lorsque la conductivité hydraulique est élevée dans le puits, mais les propriétés thermiques ne sont pas représentatives, ne peuvent pas représenter à elles seules le comportement de la réponse thermique. Donc, il y a certains modèles analytiques qui ont été développés pour ajouter l'effet de l'écoulement souterrain dans les puits, mais pour les puits à colonnes permanentes, ça n'a pas encore été appliqué. Et donc, il y a une limitation des connaissances, une limite des connaissances pour l'identification, une méthode d'identification robuste des propriétés hydrauliques avec des essais de réponse thermique. La solution qu'on propose, c'est d'utiliser l'inférence bayésienne pour inférer des propriétés hydrauliques avec des données d'un essai de réponse thermique. Et on va le faire en utilisant un modèle numérique couplé en thermique et hydraulique, ce qui permet de considérer l'advection et donc d'isoler les propriétés hydrauliques. Donc, la méthode d'interprétation qu'on va utiliser suit ce gros diagramme que vous allez voir n'est pas si compliqué que ça. On va prendre le temps d'expliquer chacune des parties une à la fois. Mais en fait, la première étape, c'est donc d'effectuer l'essai de réponse thermique. Et ensuite, on va poser des hypothèses a priori, ou en fait, nos connaissances initiales sur chacune des variables qu'on tente d'identifier. Puis, on va mettre à jour nos connaissances à l'aide des données avec une fonction de vraisemblance. Donc, en mettant à jour nos connaissances, on va définir des nouvelles distributions, une distribution a posteriori, de laquelle on va pouvoir redéfinir chacune de nos distributions de chacune des variables. Et ce processus-là se fait dans un algorithme qui simule à chaque fois la température avec différentes variables. Donc, un échantillonnage se fait pour choisir de nouvelles variables, on resimule et donc on recommence cette étape-là en continu jusqu'à l'atteinte d'une convergence. Et donc, si on s'attarde à la première partie du diagramme, donc l'inférence bayésienne, il faut définir en premier les a priori. Dans notre cas, en fait, on s'est basé sur des études antérieures, mais quand on définit des a priori, c'est basé sur un jugement d'expert. Donc, dans notre cas, on a décidé de poser l'hypothèse que chacune des variables, donc hydraulique et thermique, suivait des distributions gaussiennes. Pour la vraisemblance, en fait, c'est une fonction qui vérifie qu'autour des résidus, donc des températures simulées versus les températures observées, que ces résidus-là suivent une distribution multigaussienne avec une moyenne nulle. Puis, pour résoudre cette équation-là, en fait, on utilise une forme fermée qui vient d'un article précédent de Pasquier et Marcotte en 2020 qui permet de résoudre cette équation-là en une fraction de seconde. En fait, si on n'avait pas cette forme fermée, ce serait pratiquement impossible de réaliser l'inférence avec cette équation parce que ce serait 4000 fois plus lent, lorsqu'on a 10 000 données environ. Donc maintenant, on peut calculer la vraisemblance. En utilisant le théorème de Bayes, on peut calculer à chaque fois les distributions a posteriori et rééchantillonner, reconstruire les distributions de chacune des variables. Puis on va utiliser pour l'échantillonnage des chaînes de Markov Monte-Carlo et on va utiliser en fait l'algorithme de Karamanis et Butler qui est un échantillonneur par tranche ensemble qui permet aussi de faire des calculs en parallèle. Donc, on va pouvoir faire 50 chaînes en parallèle, ce qui rend le tout beaucoup plus efficace. Puis, on va faire ça, en fait, jusqu'à temps d'obtenir une convergence, donc avec un facteur qui est le facteur de potentiel de réduction d'échelle, qui vérifie que l'évolution de la variance se stabilise sur les chaînes après un certain temps.
Puis, bon, dans les résultats qu'on va vous montrer, on a utilisé 100 000 échantillons. Mais chacun de ces échantillons-là, en fait, à chaque fois, il y a plusieurs calculs qui sont faits. Donc, il y a 15 on a un taux d'acceptation de 15 c'est-à-dire qu'il a fallu, pour atteindre ce taux d'acceptation-là, faire 33 millions de simulations au total. Donc, c'est un nombre énorme de simulations à faire avec un modèle. Et donc, ce modèle-là, on l'a basé sur un modèle numérique. Donc, pour simuler les températures, on a utilisé un modèle en éléments finis axisymétriques, qui est couplé en thermique et hydraulique. Donc, axisymétrique, la symétrie est au centre ici. Donc, quand on fait la rotation, on obtient donc un cylindre. Au centre se trouve le puits à colonne permanente. Et au centre de celui-là se trouve le tuyau de réinjection. Donc là, lorsqu'on va simuler en fait la vitesse de circulation, il va y avoir une vitesse de circulation imposée ici. Le fluide va redescendre et remonter à l'extérieur en longeant les parois de forage et ressortir avec une température qui est dans une limite ouverte. Et donc, cette température-là ici qui revient au puits sera simplement l'ajout d'une variation de température ou d'une charge à la rentrée du puits. Puis ce modèle-là a été validé en fait avec les données et les résultats des études de Robert et al. Pour s'assurer qu'on reproduisait bien leur modèle numérique qui, eux, étaient en 3 dimensions. Puis dans ce modèle-là, on a 7 inconnus. Donc pour les matériaux en thermique, on a 3 inconnus qui suivent les matériaux. Et en hydraulique, on a 4 variables qui suivent en fait, comme je vous l'ai dit plus tôt, donc les variations de débit cumulé en forage. Donc c'est des unités hydrostratigraphiques. Ce modèle-là prend quelques minutes à rouler pour chaque fois qu'on veut obtenir des températures. Donc, pour 33 millions de simulations, c'est impensable de réaliser dans un temps raisonnable ces simulations-là. Donc, on a utilisé un réseau neuronal pour émuler le comportement du modèle numérique. Et donc, on a dû construire une base de données de simulation avec le modèle numérique. Donc, on a construit une base de données de 26 000 température en fonction de certaines variables. Puis pour accélérer le calcul, on a utilisé accélérer en fait l'entraînement du réseau neuronal. On a utilisé des paramètres d'enrichissement qui sont la diffusivité et la transmissivité et la moyenne des variables, aussi la moyenne des conductivités dans les 2 cas. Puis en fait, comment ça fonctionne, c'est qu'à chaque fois qu'on va appeler le modèle numérique, on va lui imposer des variables et après ça, on va au réseau neuronal, on va lui donner les températures que le modèle numérique a retournées. Puis on va entraîner le réseau neuronal à reproduire ici les ronds que vous voyez en vert qui sont des couches cachées dans le réseau neuronal. Donc, ça devient un peu comme une fonction qu'on peut appeler dans un programme comme MATLAB, par exemple. Puis, en validant notre réseau neuronal, on a obtenu une moyenne des erreurs absolues de 0,001 degrés Celsius, donc pour valider que notre réseau reproduisait fidèlement le modèle numérique. Ce réseau neuronal-là, en fait, nous retourne des fonctions de transfert. On aurait pu l'entraîner à retourner directement les données de l'essai de réponse thermique, mais ça aurait été trop long, en fait, à faire. Donc, on a entraîné à reproduire des fonctions de transfert. Et à ce moment-là, une fonction de transfert, comme l'a bien expliqué Gabriel, c'est donc une réponse du modèle à une impulsion unitaire dans un régime qui est stationnaire. Et donc, en reproduisant une fonction de transfert, on peut faire une convolution. Dans notre cas, on le fait dans le domaine spectral pour accélérer le calcul. Une convolution avec une fonction de perturbation, donc, qui est en fait la variation de charge sur le site. Donc là, on le voit ici au début de l'essai, donc il y a une variation de charge importante, puis par la suite, il y a quelques variations de charge durant l'essai qui peuvent être du bruit ou des variations de puissance. Il y a un petit pic ici qui est vers le bas, mais en fait, c'est qu'au début de l'essai, il y a eu un arrêt momentané. Donc, ce n'est pas important. Donc, maintenant, je vous ai expliqué toutes les étapes de la méthode d'interprétation. Vous comprendrez donc que le calcul de la vraisemblance se fait très rapidement, une fraction de seconde. Le calcul avec les réseaux neuronaux, une fraction de seconde. Donc, tout ça est assez fluide, se calcule assez rapidement. Mais ça prend quand même plusieurs heures à calculer. Mais ça nous prend pour commencer donc des paramètres d'entrée ou des données de référence. Et donc, on va se baser sur le cas d'étude de Robert en 2022 pour comparer nos résultats d'inférence. Donc, qui avait posé que pour les
des données sur la littérature pour la conductivité thermique pour chacune des couches, puis pour les conductivités hydrauliques qui avaient basé leur valeur sur l'essai de pompage, mais aussi sur les variations de débit observées en forage, comme vous pouvez voir ici en mauve. Donc, une fois qu'on complète l'inférence, ce cas-ci, par exemple, nous a pris 116 heures à calculer, mais on obtient des distributions marginales, donc sur la diagonale, et conjointes de chacune des variables sur le triangle inférieur. Donc, vous pouvez le voir ici, chacune des conductivités hydrauliques sur les 4 premières lignes, les conductivités thermiques obtenues sur les 3 dernières lignes. La même chose pour les colonnes. Vous pouvez voir, en fait, sur la diagonale, pour les cas de base provenant de Robert, toutes les lignes en tireté noire, c'est les valeurs qui avaient été posées, qui avaient été assumées par leur étude. Et en fait, nos distributions marginales, c'est les distributions orange. Ils se trouvent tous à l'intérieur des distributions orange. Donc, on a bien reproduit les données de l'essai de Robert. Puis, en fait, toutes ces distributions-là, ils dévient des distributions en vert qui sont les distributions a priori. Donc, ça démontre qu'on a convergé, que l'inférence pour chacune des variables a divergé des a priori qu'on avait imposés. Aussi, on peut voir que certaines variables sont corrélées entre elles. Donc, la conductivité hydraulique de la première couche a une certaine corrélation avec les autres conductivités hydrauliques. Par contre, le reste des variables sont plutôt non corrélées, ce qui est un bon signe. Si on regarde maintenant les mêmes distributions, mais en fonction de leur profondeur, on voit que pour les conductivités hydrauliques, la conductivité hydraulique de la première couche, qui est aussi la plus épaisse, est celle qui a la distribution la plus étroite et donc qui aurait le plus d'influence sur la réponse thermique dans ce cas-ci. La suivante serait celle du bas. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une certaine bimodalité entre les deux premières conductivités hydrauliques. Mais somme toute, ce qu'on doit remarquer, c'est que les distributions sont quand même étroites et donc on a réussi avec une bonne précision de reproduire les données autant hydrauliques que thermiques et avec aussi une certaine justesse pour la plupart des valeurs par rapport au cas où, je le rappelle encore, les données qui provenaient de Robert étaient tirées de la littérature dans certains cas. Donc, on a quand même réussi à reproduire ces valeurs-là. Un résultat qui est quand même impressionnant, c'est que lorsqu'on fait la moyenne pondérée de chacune des conductivités hydrauliques pour les distributions, bien, on obtient la distribution ici qui est très étroite, que vous voyez ici, et la moyenne de cette distribution-là a une différence de 1,5 % avec les résultats de l'essai de pompage. Donc, on réussit à reproduire assez fidèlement les résultats de l'essai de pompage en inférant des propriétés hydrauliques sur un test thermique. Donc, il n'y a rien d'hydraulique, c'est simplement avec les données de température, on réussit à extraire des données d'hydraulique. Puis, lorsque on présente les résultats en termes de précision, en fait, pour chacune des propriétés hydrauliques sur le premier graphique en haut, la précision ou l'intervalle de confiance passe de 6 à 20 %. C'est quand même une très bonne précision pour une première méthode qui est présentée pour extraire des propriétés hydrauliques avec un test thermique. En fait, ce genre de précision-là, on obtient ça sur des propriétés thermiques comme la 6 % de précision pour obtenir une conductivité thermique par hasard. Par exemple, c'est considéré comme une bonne précision. Puis pour la 20 %, c'est des résultats qui ont été obtenus sur d'autres paramètres thermiques par le passé. Donc, je considère que ce qu'on a obtenu ici, c'est des très bons résultats pour une première première démonstration de la méthodologie. Puis finalement, ben, je rappelle l'objectif, c'était d'extraire des propriétés hydrauliques avec des données de test thermique et de faire une quantification de l'incertitude. Donc, je crois que c'est quelque chose qu'on a réussi à faire avec une bonne précision, une bonne robustesse. Puis, en fait, ça démontre qu'on est capable d'obtenir des propriétés thermiques avec une propriété hydraulique avec un test thermique. Ce qui resterait à faire peut-être, c'est de répéter cette expérience-là sur un site, peut-être avec moins d'advection présent sur le site. Puis aussi, on pourrait ajouter d'autres propriétés comme la capacité thermique pour voir quel est leur effet dans l'inférence. Je vous invite à... En fait, j'aimerais remercier tous les partenaires de la chaire. Puis si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre à ces coordonnées.